pour l'entreprise dont l'autorisation est suspendue d'informer l'Autorité des marchés publics de ses sous-contrats publics en cours d'exécution. Bon. Questions, commentaires? Oui, Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Rebonjour à tout le monde. La question que j'ai pour ça, est-ce que c'est le fait qu'on enlève le expiré ou c'est en lien avec l'article précédent, qui est l'abrogation de l'article précédent dans le projet de loi, ou pas du tout? Parce que dans l'article précédent, on enlevait l'article 21.41 de la loi. C'était une disposition qui visait à retirer l'exigence faite aux entreprises titulaires d'une autorisation de contracter délivrée par l'Autorité des marchés publics d'obtenir le renouvellement de cette autorisation tous les 5 ans. Puis là, dans l'article 321 qu'on est en train d'étudier, on supprime le mot « expiré ». Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont plus l'obligation de renouveler aux 5 ans? Ça, mais ils ne renouvellent plus aux 5 ans parce qu'ils font... annuellement, ils font leur mise à jour. OK. Alors, c'est pour ça. Parfait. Merci. C'était la précision dont j'avais besoin. Donc, est-ce que l'article 321 est adopté? Oui. Adopté. 322. Cette loi est modifiée par l'insertion après l'article 21.41.1 du suivant, 21.42. L'autorisation qui est suspendue en application du 4e alinéa de l'article 21.40 est révoquée de plein droit si l'entreprise ne remédie pas à son défaut au plus tard à la date suivante. Paragraphe 1. Dans le cas d'une entreprise qui est partie à tout contrat public ou à tout sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise, à la date anniversaire de la délivrance de son autorisation qui suit la fin de l'exécution de ces contrats ou sous-contrats. Dans le cas d'une entreprise qui n'est pas partie à un contrat public ou un sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise, à la date anniversaire de la délivrance de son autorisation qui suit sa suppression. L'autorité informe par écrit et dans les plus brefs délais l'entreprise de la révocation de son autorisation. Donc, cet article prévoit la révocation par le seul effet de la loi d'une autorisation de contracter suspendue en application de l'article 21.40 de la LK, proposé par le projet de loi lorsque l'entreprise qui est titulaire ne remédie pas à son défaut d'effectuer la mise à jour annuelle de ses documents et renseignements au plus tard à l'une des 2 dates prévues au paragraphe 1 et 2 du présent alinéa, selon que l'entreprise est ou non partie à un contrat public ou un sous-contrat public pour lequel une autorisation est requise. Il est à noter que l'entreprise dont l'autorisation de contracter est révoquée en application du présent article ne devient pas admissible au contrat public. Questions, commentaires de la députée de Lapinière? Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, est-ce que c'est parce qu'on fait référence à la mise à jour annuelle dans le commentaire? Alors, tout à l'heure, vous me disiez que l'article qui est venu modifier, c'était parce qu'ils n'ont pas besoin de renouveler aux 5 ans parce qu'ils doivent faire les mises à jour annuelles. Alors, est-ce que cet article-ci, c'est en fin de compte ce qui doit être fait si la mise à jour annuelle n'est pas faite? Oui. Oui? OK. Merci. D'autres questions, commentaires? Ça va? Est-ce que l'article 322 est adopté? Adopté? Oui. 323. L'article 21.45 de cette loi est modifié par le remplacement dans le paragraphe 1 du 2e alinéa de « expirer ou suspendu » si cette expiration ou cette suspension survient alors que l'entreprise exécute un contrat public ou un sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise par « suspendu ». Alors, cette disposition vise à ce que le registre des entreprises autorisées à contracter avec l'Autorité des marchés publics fasse dorénavant mention de toute suspension d'une autorisation de contracter, sans égard au fait que l'entreprise qui est titulaire d'une telle autorisation exécute un contrat public ou un sous-contrat public. Cette disposition comporte de plus une modification de concordance liée au retrait de l'exigence de renouvellement de l'autorisation de contracter proposée par l'article 320 du projet de loi. Questions, commentaires, Madame la députée de Lapinière? Merci. Donc, si l'entreprise a été suspendue, autrement dit, elle doit en faire mention dans le registre des entreprises, mais ce que je comprends, c'est que ça ne l'empêche pas de continuer d'exécuter un contrat public ou un sous-contrat public. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, exactement. Donc, c'est un contrat ou un sous-contrat qui est en cours, donc elle peut le terminer. Elle peut le terminer, mais comme elle est suspendue, ça veut peut-être dire qu'elle ne pourra pas en avoir un autre jusqu'à temps, j'imagine, que la situation soit régularisée, le cas échéant. C'est ça. Ça va être inscrit au registre, exactement. Merci.
Est-ce que l'article 323 est adopté? Adopté. 324. L'article 21.48.2 de cette loi est modifié, paragraphe 1, par l'insertion dans le deuxième alinéa et après mention des documents et deuxième paragraphe par la suppression du troisième alinéa. Cette disposition apporte des modifications au contenu de l'avis transmis par l'Autorité des marchés publics à une entreprise partie à un contrat public ou un sous-contrat public ou qui est titulaire d'une autorisation de contracter dans le contexte de l'initiation d'un examen d'intégrité. Donc, C'est bon? c'est ça qui est ça. Questions, commentaires? Merci, M. le Président. Alors, autrement dit, l'Autorité des marchés publics qui veut initier un examen d'intégrité de l'entreprise dit à l'entreprise de fournir tel document. Est-ce que c'est uniquement ça que prévoit la disposition? OK. Bien, en fait, ce qu'on vient faire, il faudrait que je le voie c'est qu'on vient demander de l'information à un seul moment plutôt que deux. Puis on va vous expliquer ça. Paragraphe. Ce qui est enlevé, tu sais, ça rend moins prescriptif ce qui est demandé. Mais c'est fait également mention. OK, c'est plus loin qu'on voit que c'était deux fois, puis là, ça devient un. Fait que là, ça rend juste l'avis moins prescriptif. Parce que dans la partie qui est enlevée, on demandait que l'avis à l'entreprise fasse mention de tout renseignement que détient déjà l'autorité et qui est susceptible de démontrer que l'entreprise ne satisfait pas aux exigences d'intégrité. Alors, c'est un peu comme si, auparavant, l'autorité devait commencer à fournir de la preuve de la non-intégrité, entre guillemets, de l'entreprise. Mais maintenant, puisque c'est moins prescriptif, on ne lui demande pas de faire ça. On lui demande juste dans l'avis, de faire mention des documents puis des renseignements que l'entreprise doit fournir à l'autorité, puis du délai qu'elle a pour le faire quand l'autorité veut initier un examen d'intégrité. Est-ce que vous avez consentement pour que Maître puisse intervenir? Consentement? Parfait. Vous vous nommez, puis votre fonction. Bonjour, Chloé Beauregard-Rondeau, avocate à la Direction des affaires juridiques du secrétariat du Conseil du Trésor. Est-ce que ça serait possible de répéter la question? Oui, alors, en fait, c'est que la ministre disait que le fait d'enlever le dernier paragraphe à l'article 21.48.2, c'était pour rendre la chose moins prescriptive. Alors, la question que je pose, c'est que on dit avec l'amendement à cet article, donc l'article du projet de loi qu'on étudie en ce moment, que l'avis qui est envoyé par l'autorité à l'entreprise fait mention des documents, c'est ce qu'on ajoute, et des renseignements que l'entreprise doit fournir à l'autorité et du délai imparti pour ce faire. Alors, on arrête cela, tandis qu'avant, on disait que cet avis faisait également mention, le cas échéant, de tout renseignement que détient déjà l'autorité et qui est susceptible de démontrer que l'entreprise ne satisfait pas aux exigences d'intégrité.
ainsi que du délai imparti à l'entreprise pour présenter à l'égard de ces renseignements ses observations par écrit, fournir tout document ou renseignement utile à leur examen. Autrement dit, selon ma compréhension, c'était que l'autorité, auparavant ou jusqu'à ce que le projet de loi soit adopté, faisait également mention dans l'avis comme des preuves ou des premières preuves qu'elle avait sur les soupçons peut-être de non-conformité à l'intégrité pour procéder à son examen, tandis que maintenant, ça ne serait plus le cas. Elle fait juste lui donner à l'entreprise les documents puis les renseignements qu'elle veut que l'entreprise lui fournisse. Donc, à cette étape-là, oui, c'est exact. Et les renseignements qui étaient exigés au troisième alinéa, dans le fond, vont être transmis par l'autorité seulement plus tard dans le processus. Donc, plutôt que les transmettre 2 fois, ça sera une seule fois. D'accord, merci. Est-ce que l'article 324 est adopté? Adopté. 325. L'article 27.5 de cette loi est modifié par la suppression de renouveler. Alors, encore une fois, c'est une modification de concordance avec l'article 320. Et que je rappelle qu'on était dans un régime aux 5 ans, on faisait un renouvellement. Là, on enlève la notion de renouvellement. Tu obtiens, tu as ou tu n'as pas une autorisation de contracter. Et entre ça, il faut que tu fasses une mise à jour annuelle de tes renseignements. Fait que c'est à la limite, pas à la limite, c'est même plus précis, si on veut, que de refaire ça aux 5 ans. Ça va? Donc, est-ce que l'article 325 est adopté? Adopté. 326. L'article 27.15 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 3 du premier alinéa. Alors, une modification de concordance avec l'article 320. Bon, Madame la députée? Juste un petit seconde pour voir ce que ça disait. Donc. Ça dit « dont l'autorisation de contracter expire alors qu'elle exécute un contrat public ou un sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise. » Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'elle peut continuer elle peut mener à terme le contrat qu'elle est en train d'exécuter, même si elle est suspendue. C'est ça. Ça va? Est-ce que l'article 326 est adopté? Adopté. Adopté. 327. L'annexe 1 de cette loi est modifiée par la suppression dans la description sommaire de l'infraction prévue à l'article 27.5 de la loi sur les contrats des organismes publics de renouveler. Alors, même chose, on enlève la notion de renouvellement. Ça va? Est-ce que 327 est adopté? Adopté. 328. Alors, là, on est dans le règlement. C'est ça. Et vous avez un amendement, mais vous devez lire 328 Parfait. parce que vous allez le retirer. Donc, article 328, règlement déterminant les droits exigibles des entreprises pour l'application du chapitre 5.1 de la loi sur les contrats des organismes publics relatifs à l'intégrité des entreprises ainsi que les montants des sanctions administratives pécuniaires pouvant être imposées par l'autorité des marchés publics. Alors, 328, l'article 1 du règlement déterminant les droits exigibles des entreprises pour l'application du chapitre 5.1 de la loi sur les contrats des organismes publics relatifs à l'intégrité des entreprises, ainsi que les montants des sanctions administratives pécuniaires pouvant être imposées par l'autorité des marchés publics est modifié par la suppression du deuxième alinéa. Là, vous avez un amendement pour le remplacer. Fait que peut-être lire tout de suite l'amendement. Alors, je relis l'amendement. Avec le titre au grand complet? Non, ça va. Parfait. Donc, remplacer l'article 328 du projet de loi par le suivant. 328, l'article 1 du règlement déterminant les droits exigibles des entreprises pour l'application du chapitre 5.1 de la loi sur les contrats des organismes publics relatifs à l'intégrité des entreprises ainsi que les montants des sanctions administratives et pécuniaires pouvant être imposées par l'autorité des marchés publics. Modifié par l'article 1 du règlement modifiant le règlement déterminant les droits exigibles des entreprises pour l'application du chapitre 5.1 de la loi sur les contrats des organismes publics relatifs à l'intégrité des entreprises, ainsi que les montants des sanctions administratives pécuniaires pouvant être imposées par l'autorité des marchés publics, édicté par le décret numéro 1323-2025 du 5 novembre 2025, est de nouveau modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant. Les droits exigibles d'une entreprise qui procède à la mise à jour annuelle de ses documents et renseignements en application de l'article 21.40 de la loi sont de 203 $.
Est-ce que ça va? Question, commentaire, Madame la députée? Alors, est-ce que tout cet amendement vient simplement remplacer le montant de 264 par le montant de 203, ou bien si c'est le montant au premier alinéa de 526 qui est remplacé par 203? Avant, on avait des dollars pour le renouvellement aux 5 ans, présumément qui était à 526. Et il y avait 264 dollars qui étaient payés pour le renouvellement. Donc là, comme il y a simplement le renouvellement annuel, ben, l'obtention à la mise à jour annuelle, elle, ça va être 201 dollars, c'est ça? 203 dollars. Puis à l'autorisation initiale, bien, on garde le 526. Mais on le demande pour 5 ans. Continuez votre explication. Ce que vous dites. Bien, donc, obtention initiale, le 526 demeure. Mise à jour annuelle, il y a un frais de 203 qui est payable. Donc, première fois, ça coûte plus cher. Après ça, c'est 203 $ pour ta mise à jour. Mais au niveau de l'aspect fastidieux de la chose, ça va être moins compliqué de faire ton renouvellement annuel que de faire ta demande de renouvellement aux 5 ans. OK. Donc, au départ, pour demander une autorisation à l'AMP, c'est 526 $. Auparavant, quand il fallait faire un renouvellement de l'autorisation, c'était 264. Il n'y a plus de renouvellement maintenant, mais il y a une mise à jour annuelle qui va coûter 203 $. Puis, le montant de 264 est également exigible de l'entreprise pour chaque personne ou entité qui fait l'objet d'une vérification en application du chapitre 5.1 de la loi. Ça demeure comme c'était. Puis, comment on en arrive à un montant de 203 $? Je pose la question comme ça, c'est comme 200 $ ou 220 $, 225 $, mais 203 $, c'est... Bien, c'est une bonne question, là, mais c'est l'autorité des marchés financiers qui nous a... des marchés publics qui nous a... Donc, ils ne sont pas dans les montants, dans les chiffres ronds. 526, Ben, 203, c'est un bon 264. Pourquoi pas 205, tant qu'à ça? Mais non. C'est eux qui établissent ce montant en fonction de leur analyse, leur formule de calcul. Je comprends. Merci. Ça va. Est-ce que l'amendement qui remplace l'article 328 est adopté? Est-ce que l'article 328 tel qu'amendé est adopté? Adopté. Article 329. Bon, alors, l'article 7 de ce règlement est abrogé. C'est une modification de concordance avec l'article 320, où on vient abroger le texte de l'article 7, là. Question, commentaire? Oui, OK, c'est ça. C'est que ça avait un lien avec le renouvellement, cet article-là. Puis là, il n'y a plus de renouvellement. Alors, on abroge la sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ pour une entreprise individuelle, 2 500 dans les autres cas. Madame la députée, allez-y. Merci, M. le Président. Je ne voulais pas interrompre la ministre. Donc, je comprends que c'était avant une sanction qui était une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ ou 2 500 quand l'entreprise ne procédait pas à son renouvellement. Donc, puisqu'il n'y a plus de renouvellement, mais ce n'est plus nécessaire. Est-ce que l'article 329... Oh, Madame la... c'est bon. Ça va. Est-ce que l'article 329 est adopté? Adopté. 330. L'article 9 de ce règlement est modifié par la suppression dans le paragraphe 1 de quelle est partie à un contrat public ou un sous-contrat public ou. Donc, c'est une modification vise à corriger une incohérence quant aux entreprises pouvant être visées par la sanction administrative pécuniaire prévue par le paragraphe 1 de l'article 9 du règlement. Question, commentaire? Oui, M. le Président. Donc, la sanction administrative, dans le cas d'une entreprise individuelle, dans son cas, peut être imposée à l'entreprise qui, alors qu'elle détient une autorisation de contracter ou mais refuse de transmettre les documents. OK. Alors que ça...
Ce que je comprends, c'est qu'elle soit partie un contrat public ou un contrat public ou non. Ça va Je vais vous s'appliquer lire quand même? ma note additionnelle. Là. Oui. Alors, seule une entreprise titulaire d'une autorisation de contracter est assujettie à l'obligation d'effectuer la mise à jour de ces documents et renseignements prévus par l'article 21.40 de la LCOP. Une entreprise titulaire d'une autorisation de contracter est assujettie à l'obligation d'effectuer la mise à jour de ces documents. Une entreprise qui est partie à un contrat public ou un sous-contrat public, mais qui n'est pas titulaire d'une autorisation de contracter, n'est pas assujettie à cette obligation. Il convient donc d'apporter la correction nécessaire. Donc, l'entreprise peut être autorisée ou non pour exécuter un contrat. C'est ça? OK, bien c'est ça. On me dit que, dans le fond, comment tu peux te retrouver dans une situation comme ça, c'est que tu n'es pas obligé... ça, tu peux demander à un sous-traitant de faire le travail, puis dans ce cas-là, il ne serait pas nécessairement titulaire d'une autorisation de contracter. Donc, ça s'applique juste à celui qui est titulaire de l'autorisation de contracter. OK, donc, une entreprise oh, pardon. Ça va? Une entreprise qui est autorisée, il faut que le contrat soit nécessairement accordé à une entreprise qui a l'autorisation, mais elle peut ensuite se retourner puis accorder des sous-contrats à Ça dépend des seuils de contrat. Tu ne peux pas faire ça comme pas ça. n'importe comment. Là. Il y a des règles à suivre, et puis, mais ces sous-contractants, ces sous-traitants ne sont pas tenus, donc ce qui explique la modification. OK, merci. Ça va? Est-ce que l'article 330 est adopté? Adopté. Article 331. Règlement concernant certaines modalités d'application du chapitre 5.1 de la loi sur les contrats des organismes publics relatifs à l'intégrité des entreprises. 331. L'article 3 du règlement concernant certaines modalités d'application du chapitre 5.1 de la loi sur les contrats des organismes publics relatifs à l'intégrité des entreprises est modifié par la suppression du paragraphe 3. Alors, cette modification vise à retirer l'exigence que la demande d'autorisation de contracter que présente une entreprise à l'autorité des marchés publics contienne la valeur estimée du contrat ou du sous-contrat que cette entreprise souhaite obtenir. Donc, parce que ce n'est pas nécessaire de l'indiquer. À un moment donné, tu es conforme ou tu n'es pas conforme, peu importe la taille du contrat sur lequel tu souhaites soumissionner. Ça va? Oui. Est-ce que l'article 331 est adopté? Adopté. 332. L'article 4 de ce règlement est modifié, paragraphe 1, par la suppression dans le paragraphe 5 de même que les documents constatant l'emprunt, paragraphe 2, par le remplacement dans le paragraphe 6 de le nombre d'actions détenues par ceux-ci, ainsi que la date et les détails de leur émission et de leur transfert depuis les 5 dernières années, par ainsi que le nombre d'actions détenues par ceux-ci. Alors, modification qui vise à retirer certains documents de la liste des documents devant accompagner une demande d'autorisation de contracter que présente une entreprise à l'autorité des marchés publics. Alors, les documents faisant état de la date et des détails de l'émission des actions et de leur transfert depuis les 5 dernières années, de même que ceux constatant un emprunt, pourront, le cas échéant, être exigés par l'autorité des marchés publics dans le cadre d'un examen d'intégrité de l'entreprise. Alors, ce n'est pas nécessaire au moment où tu fais ta demande d'autorisation, mais si l'autorité veut enquêter davantage, elle va avoir encore la possibilité en vertu là, de d'autres articles, mais c'est pas, tu n'as pas à le fournir d'office. Là. On réduit de la bureaucratie un peu. On réduit Madame la députée. Oui, merci. On réduit le nombre de documents que l'entreprise a à fournir. Produire pour obtenir son autorisation, mais ça n'empêche pas l'autorité d'exiger ces documents-là, le cas échéant, lors d'un examen d'intégrité. C'est ça. Est-ce que c'est prévu quelque part que ces renseignements-là peuvent être demandés dans le cas d'un examen d'intégrité? 21.48.9 puis 21.48.9.1 de la LCOP. Ça serait prévu là, c'est ça. Merci. Est-ce que l'article 332 est adopté? Adopté. 333. La section 4 du chapitre 1 de ce règlement comprenant l'article 8 est abrogée. Alors, modification de concordance avec l'article 320. Puis, quand on voit le texte, bien, c'était relativement à une demande de renouvellement. Donc, on abroge
cet élément-là. Est-ce que l'article 333 est adopté? Adopté. Adopté. 334. Donc, disposition transitoire particulière, 334, une autorisation de contracter délivrée en application de la loi sur les contrats des organismes publics conserve sa date d'expiration uniquement si cette date est antérieure au, indiqué ici la date qui suit de 5 mois celle de la sanction de la présente loi. Donc, les dispositions des articles 21.31, 21.36, 21.37 et 21.41 de la Loi sur les contrats des organismes publics, celles des premiers, deuxième et troisième alinéas de l'article 21.41.1 de cette loi, ainsi que celles des règlements pris en application de ces articles tels qu'elles se lisaient, indiqué ici la date qui précède celle de la sanction de la présente loi, continue de s'appliquer à toute entreprise dont l'autorisation conserve sa date d'expiration en application du présent alinéa. Donc, cet article prévoit que seules les autorisations de contracter, dont la date d'expiration se situe entre la date de la sanction de la présente loi et la date qui la suit de 5 mois, conservent leur date d'expiration. Ainsi, toute autre autorisation de contracter valide à la date de la sanction de la présente loi devient une autorisation à durée indéterminée. Le deuxième alinéa de cet article prévoit, à l'égard d'une autorisation qui conserve sa date d'expiration, que l'ancien régime régissant le renouvellement d'une autorisation continue de s'appliquer. OK. Ça va? Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Donc, ça veut dire qu'il va rester des entreprises dont l'autorisation conserve la date d'expiration. Et puis, on prévoit que l'ancien régime régissant le renouvellement de l'autorisation va continuer de s'appliquer pour ces... Ce que je Comme un 5 de grâce. Le délai prévu par le présent article vise à permettre à l'Autorité des marchés publics d'apporter des changements opérationnels requis pour le passage du régime d'autorisation d'une durée de 5 ans au régime d'autorisation à durée indéterminée. Parce que ceux qui sont en régime indéterminé, à durée indéterminée, pardon, C'est le nouveau régime. C'est le nouveau régime C'est ça. qui oblige la mise à jour des documents annuellement. Tandis que les autres dont j'essaie juste de voir les autres dont l'autorisation de contracter vient après l'application du nouveau régime, gardent leur date d'expiration. préciser, ceux qui disons, vont expirer là, dans les prochains jours, Décembre, mettons. disons, là. ouais. Non, mais d'ici au quoi? 5 mois. Puis 5 mois après. Bon, c'est ça. Fait que ceux qui expirent entre la date de la sanction puis 5 mois après, c'est nos plus vieux. Right? Fait que ceux-là, ils vont devoir réappliquer. Puis c'est pas une mauvaise chose. On va s'assurer qu'on est à jour dans l'information. Donc, là, on a tout du monde qui va avoir récemment obtenu leur autorisation. Puis après ça, après le 5 mois en question, ceux qui vont expirer après le 5 mois en question, bien là, eux, ça va être le régime de mise à jour qui va s'appliquer. OK. Donc, si je Ça fait moins. répète ça, c'est que celles qui dont l'autorisation va expirer sous peu, disons d'ici 5 mois environ, vont devoir redemander une autorisation. Bien, oui. Oui, c'est exact. Ceux dont les entreprises titulaires d'une autorisation de contracter qui expire dans les 5 mois suivant la sanction de la loi, leur autorisation de contracter conserve leur date d'expiration. Donc, eux vont devoir présenter une nouvelle demande de délivrance d'une autorisation de contracter. La nouvelle autorisation, elle, sera à durée indéterminée là, si elle est octroyée par l'autorité. Et puis, est-ce qu'il y en a qui ont été, parce que je comprends que celles-là, comme a dit la ministre, sont les plus vieilles, là, les entreprises avec des autorisations. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu leur autorisation comme, je sais pas moi, il y a 2 mois, dont l'expiration est dans 1 an ou dans 10 mois, admettons, si c'est annuellement?
C'est 5 ans. Ceux qui l'ont eu récemment, c'est dans 5 ans. Tu sais, à un moment donné, c'est-tu 5 mois, c'est-tu 6 mois, c'est-tu 7 mois, là, on a jugé que pour faire la transition, ça prenait 5 mois. Alors, ça ne pouvait pas s'appliquer immédiatement. Puis, par ailleurs, ça fait en sorte que les plus vieux vont être vérifiés, puis après ça, on applique le nouveau régime. OK, donc, mais là, on ne sera pas dans une situation... Bon, il y a je comprends la transition, mais on ne se retrouvera pas dans une situation où il y a des entreprises qui ont une autorisation et qui devaient la renouveler, qui ne vont pas demander une nouvelle autorisation. Autrement dit, ce que je veux m'assurer qu'on évite, c'est qu'on n'est pas dans une situation où une entreprise devrait renouveler alors qu'on a tout enlevé les règles qui entourent le renouvellement puisqu'il n'y aura plus de renouvellement. Les seules entreprises qui devront présenter une demande de renouvellement sont celles dont l'autorisation expire dans les 5 mois suivant la sanction. D'accord. Toutes les autres entreprises ne devront pas faire cette même démarche. Merci. Ça va? Est-ce que l'article 334 est adopté? Adopté. Article 335. OK. 335. Bon. Toute autorisation de contracter qui est suspendue indiquez ici la date qui précède celle de la sanction de la présente loi. En vertu de l'article 21.40.1 de la loi sur les contrats des organismes publics, pour défaut de l'entreprise qui la détient de communiquer à l'autorité un document ou un renseignement requis dans le cadre de la mise à jour annuelle des documents et des renseignements visés à l'article 21.40 de la loi sur les contrats publics, de l'article 21.40 de la loi sur les contrats des organismes publics, tel qu'il se lisait indiquez ici la date qui précède celle de la sanction de la présente loi, est révoquée de plein droit si l'entreprise ne remédie pas à ce défaut au plus tard à la date suivante. Premier paragraphe, dans le cas d'une entreprise qui, indiquez ici la date de la sanction de la présente loi, est partie à tout contrat public ou à tout sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise à la date anniversaire de la délivrance de son autorisation qui suit la fin de l'exécution de ses contrats ou de ses sous-contrats. Deuxième paragraphe, dans le cas d'une entreprise qui, indiquez ici la date de la sanction de la présente loi, n'est pas partie à un contrat public ou un sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise à la date anniversaire de la délivrance de son autorisation qui suit indiquez ici la date qui suit de 6 mois, celle de la sanction de la présente loi. L'autorité informe par écrit dans les plus brefs délais l'entreprise de la révocation de son autorisation. Alors, commentaire, cet article prévoit qu'une autorisation de contracter suspendue en raison du défaut de son titulaire d'effectuer la mise à jour annuelle de ses documents et renseignements à la date de la sanction de la loi est assujettie aux dispositions de la nouvelle loi. Alors, l'Autorité des marchés publics a constaté que plusieurs autorisations de contracter sont suspendues en raison du défaut de leur titulaire d'effectuer la mise à jour annuelle de leurs documents et renseignements depuis une longue période. Elle juge pertinent que les dispositions de la nouvelle loi relative à la révocation de plein droit d'une autorisation suspendue s'appliquent aux autorisations suspendues à la date de la sanction de la loi. Questions, commentaires, Madame la députée? Oui, donc ça veut dire que dans l'ancien régime, il y avait le renouvellement, mais il y avait aussi une mise à jour annuelle de documents? Oui, c'est ça. Fait que tu faisais une mise à jour annuelle, puis en plus, tu obtenais une nouvelle autorisation aux 5 ans. Là. OK, je comprends. Donc, la mise à jour annuelle n'est pas quelque chose qui remplace le non-renouvellement, c'est-à-dire qui remplace le renouvellement, mais qui existait déjà, puis on vient enlever le renouvellement pour alléger le fardeau administratif. Ouais, de 5 ans, c'est ça. D'accord. OK, merci. Est-ce que l'article 335 est adopté? Adopté. Vous avez un amendement qui introduit 335.1, je crois. Ouais, on va suspendre 2 minutes. Suspension.
Donc, lors de la suspension, nous en étions à un amendement que devait déposer Madame la ministre, qui introduisait un nouvel article 335.1. Madame la ministre, s'il vous plaît. Donc, l'article 335.1, article 13 de la loi sur le centre d'acquisition gouvernementale, inséré avant l'article 336 du projet de loi le suivant. 335.1, l'article 13 de la loi sur le centre d'acquisition gouvernementale est modifié par l'ajout à la fin de la phrase suivante. En outre, le centre peut, à titre de mandataire, ester en justice tant en demande qu'en défense pour faire valoir les droits d'un organisme public relatif à une telle acquisition. Alors, c'est un amendement qui propose une modification à l'article 13 de la loi sur le centre d'acquisition gouvernementale afin de clarifier la capacité juridique du centre d'acquisition gouvernementale d'ester en justice pour les comptes des organismes publics qu'il dessert lorsqu'il s'agit de faire valoir des droits relatifs à une acquisition réalisée par le centre. Donc, le centre d'acquisition gouvernementale fait des acquisitions, des achats regroupés, disons, pour différents hôpitaux. Puis, quand il y avait une problématique, soit qu'il voulait poursuivre ou qu'il était poursuivi relativement à certains contrats, vu qu'il représentait différents clients, il y avait des questions à savoir s'il pouvait poursuivre au nom de tout le monde, puis si c'était valide. Fait que dans le fond, cette modification-là, elle vient un petit peu enlever tous les doutes qu'il y avait à cet égard-là. Puis le centre d'acquisition représente des clients, puis il peut poursuivre en leur nom. Et on s'entend, c'est tout dans la même famille, là. Madame la députée de Lapinière. Merci. Donc, c'est si je prends un exemple concret, un appareil, par exemple, qui serait que le centre d'acquisition achèterait pour un certain nombre de centres hospitaliers, CHSLD. Des prothèses qu'ils achètent pour plein d'hôpitaux. Et qu'il y avait une défectuosité ou que c'était pas le produit selon les spécifications qui étaient dans le contrat et tout ça, à ce moment-là, et que le centre peut essayer en justice au nom de l'ensemble de ces... Plutôt que chacun individuellement. C'est pour clarifier, parce que des fois, vous savez, les avocats, des fois, remettaient cet élément-là en question. Alors là, on vient clarifier, enlever tous les doutes qui pouvaient subsister. J'ai le goût de dire, Madame la ministre, que vous êtes brave, vous êtes entourée Je sais, c'est pas mon meilleur moment. Mais donc, je comprends. Et en fin de compte, c'est qu'une décision qui serait prise en justice pourrait s'appliquer pour l'ensemble des... Au prorata, je présume, de l'enjeu qu'il y aura sur lequel il y aura à trancher. D'accord, merci. Est-ce que l'amendement qui introduit l'article 335.1 est adopté? Adopté. Donc, vous avez un autre amendement qui introduirait 335.2. Madame la ministre. Donc, inséré après l'article 335.1 du projet de loi tel qu'amendé, le suivant, 335.2, l'article 18 de cette loi est modifié par l'ajout à la fin du premier alinéa de la phrase suivante. Dans un tel cas, les articles 12 à 14 s'appliquent avec les adaptations nécessaires. Alors, cet amendement propose d'étendre l'application de diverses règles applicables lorsque le centre procède à l'acquisition de biens ou de services pour le bénéfice d'organismes publics aux situations où le centre procède à de telles acquisitions pour le bénéfice d'autres personnes ou entités. Cette règle prévoit, entre autres choses, la capacité du centre de conclure des contrats et d'agir en justice pour le compte de ses mandants. Donc, des exemples d'autres personnes ou entités desservies par le centre. Je vais vous donner ça comme exemple, là. Donc, il y a le DPCP, il y a le vérificateur général, le directeur général des élections, l'Autorité des marchés publics, l'Assemblée nationale, le protecteur du citoyen. Fait que c'est dans la même... c'est la continuité de ce qu'on a introduit auparavant. Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Donc, est-ce que la différence qui expliquerait la nécessité de cet amendement-là, c'est que est-ce que c'est que le centre fournit de son propre chef des biens ou des services à toute autre personne ou à toute autre entité? Je comprends, je saisis pas exactement, parce que tantôt, je comprenais que c'était pour les organismes qui font affaire avec le centre d'acquisition gouvernementale pour acquérir des biens, du matériel, etc. Mais ici, c'est quoi la différence?
On vérifie là, pour vous, parce qu'on retourne dans la loi sur le... Mais les articles 14 et... à moins que Maître Fournier puisse répondre d'emblée. Oui? OK, allez-y. Donc, est-ce que consentement? Consentement. Donc, vous nommez, présentez votre titre, s'il vous Oui, plaît. Marie-Christine Fournier, je suis avocate à la direction des affaires juridiques du secrétariat du Conseil du Trésor. En fait, la raison est toute simple, c'est parce que la clientèle du centre d'acquisition est comme séparée en deux dans la loi. On a principalement les organismes publics, qui sont sa clientèle principale. Puis plus loin dans la loi, on voit donc à l'article 18 que le centre peut aussi fournir des services à d'autres personnes ou entités qui ne sont pas sa clientèle principale. Et puis là, on a besoin d'agir pour venir rendre applicables les règles qu'on a vues plus tôt, là, précédemment. Donc, c'est vraiment une technicalité, là. D'accord, je comprends. Merci. Ça va. Est-ce que l'amendement qui introduit l'article 335.2 est adopté? Adopté. Je remercie mon avocate. Article 336. Donc, Vous 336. avez un nouveau chapitre. J'ai un nouveau chapitre, le chapitre 3, Centre d'acquisition gouvernementale, section 1, règles applicables en matière contractuelle aux centres d'acquisition gouvernementale et aux acquisitions réalisées pour le bénéfice de regroupements d'organismes. Article 336, loi sur le centre d'acquisition gouvernementale. 336, l'article 28 de la loi sur le centre d'acquisition gouvernementale est modifié par l'insertion après le paragraphe 1 du suivant. 1.1. De s'assurer que la politique portant sur les conditions des contrats du centre et celle des contrats relatifs aux acquisitions que ce dernier réalise pour le bénéfice de regroupements d'organismes visés à l'article 15.1 de la loi sur les contrats des organismes publics respecte les exigences prévues à l'article 7 de cette loi et à cet égard de donner son avis ou de formuler des recommandations au président directeur général. Donc, article 7, là, c'est ça qui est important à retenir ici. Cet article propose d'ajouter une fonction au comité de gouvernance institué au sein du centre d'acquisition gouvernementale, soit celle de s'assurer que la politique en matière contractuelle dont le centre devra se doter, en raison du changement de régime légal proposé par les articles 337 et suivants du projet de loi, soit conforme aux exigences imposées par la loi sur les contrats des organismes publics. À cette fin, le comité de gouvernance aurait la responsabilité de donner son avis et de formuler des recommandations au président directeur général du centre. Son commentaire, Madame la députée? Oui, bien, l'article 7, il porte sur quoi? Les exigences prévues à l'article 7 de la loi sur les contrats des organismes publics. Ouais, l'article 7, il vise les entreprises du gouvernement en matière d'acquisition gouvernementale. OK. Puis là, alors que le centre d'acquisition gouvernementale, lui, il est plutôt visé à l'article 4, actuellement comme un organisme public qui est assujetti à la LCOP. Puis quand tu es une entreprise du gouvernement, puis tu es à l'article 7, c'est un peu plus souple par rapport à la LCOP. Bon. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est que le centre d'acquisition gouvernementale, comme il fait des achats regroupés, passe son temps à venir demander des dérogations au Conseil du Trésor pour lui permettre d'agir, de faire les achats regroupés. Dérogations qu'on accorde parce que c'est dans les règles de l'art. Donc, mais en termes d'efficacité et de bureaucratie, bien, si on assujettit on présume que le centre d'acquisition gouvernementale, il est assujetti ou il s'assimile à une entreprise du gouvernement, comme à l'article 7. Il va être régi par la LCOP, mais selon ces règles-là, plutôt que les règles à l'article 4. Puis, bien, on voit là, la notion de comité de gouvernance, c'est quand même d'encadrer tout ça, puis ça relève du Trésor, ultimement. Là. Fait que la laisse n'est pas trop longue. Là. Madame la députée? Donc, à l'article 4, ce que je comprends, c'est que les exigences sont plus strictes, puis à l'article 7, il y a un peu plus de souplesse. Et comme le CAG je cherche le mot, pas visé par l'article 4, mais est régi, j'imagine, par l'article 4. Il doit venir demander des autorisations, des dérogations, tandis que si on l'assimile à l'article 7, bien, il y a des choses qu'il va avoir le droit de faire d'office. Puis pourquoi, là, on est rendu là, aujourd'hui, en 2026? Le CAG, en quelle année?
2020, là, il y a une maturité aussi à l'intérieur du centre d'acquisition gouvernementale. On a des experts, il y a une façon de procéder qui est bien établie. Puis on a vu à l'usage que ces dérogations-là, bien, sont fréquentes et accordées, puis que le processus est suivi. Alors là, on vient juste on vient modifier la façon de faire de manière législative pour que ça reflète la pratique. Puis, OK. Et puis, dans le commentaire, on précise que l'article propose donc d'ajouter une fonction au comité de gouvernance institué au sein du CAG, soit celle de s'assurer que la politique en matière contractuelle dont le CAG devra se doter, en raison du changement de régime légal proposé par les articles 337 et suivants du projet de loi, soit conforme aux exigences imposées par la loi sur les contrats des organismes publics. Donc, est-ce que, à l'heure actuelle, bon, je comprends que le comité de gouvernance existe déjà au CAG, est-ce que le CAG a déjà une telle politique en matière contractuelle ou parce qu'on dit dont il devra se doter, alors c'est parce qu'il n'en a pas actuellement ou c'est juste parce qu'il va devoir en avoir une nouvelle avec les changements qui sont amenés? OK. Bon, les articles 4, ils n'ont pas de politique parce que Ils sont couverts par la réglementation. ils étaient couverts par la réglementation applicable. Les articles 7, ils se dotent d'une politique. Puis là, notre comité de gouvernance va superviser tout ça. C'est la secrétaire du Conseil du Trésor, donc la sous-ministre au Trésor, s'appelle secrétaire, qui préside le comité de gouvernance. OK. Donc, parce qu'il passe de l'article de 4 au 7, là, maintenant, elle doit se doter d'une politique. OK, merci. Le comité existe, Oui. mais effectivement, on se dote de la politique. Est-ce que l'article 336 est adopté? Adopté. Article 337. Donc, la loi sur les contrats des organismes publics 337, l'article 4 de la loi sur les contrats des organismes publics, chapitre C-65.1, est modifié par l'insertion dans le paragraphe 4 du premier alinéa et après l'exception du centre d'acquisition gouvernementale. Alors, cet article propose d'exclure le centre d'acquisition gouvernementale du champ d'application générale de la loi sur les contrats des organismes publics. Ainsi, le centre ne serait plus un organisme public au sens de cette loi et de ce fait ne serait plus visé par les règles applicables à ces organismes en matière contractuelle. Il s'agit d'un article de concordance avec l'article 338 du projet de loi, lequel propose que le centre soit désormais assujetti aux mêmes règles que celles applicables aux entreprises du gouvernement. Donc là, on vient le sortir de l'article 4, puis on va le rentrer dans l'article 7 plus tard. Bon. Est-ce que l'article 337 est adopté? Adopté. Article 338. Alors, 338, oui. Oui. c'est ça. Donc, l'article 7 de cette loi est modifié, premier paragraphe. Dans le premier alinéa, A, par l'insertion après la deuxième phrase de la suivante, le centre d'acquisition gouvernementale doit, quant à lui, se doter d'une politique portant sur les conditions de ses contrats et celles des contrats relatifs aux acquisitions qu'il réalise pour le bénéfice de tout regroupement d'organismes visé à l'article 15.1. B, par le remplacement de rendre public leur politique au plus tard 30 jours après son adoption par publier leur politique sur leur site Internet. Excellent. 2, dans le deuxième alinéa, A, par le remplacement de la par une, B, par l'ajout à la fin de la phrase suivante. La politique du centre d'acquisition gouvernementale doit également tenir compte de toute directive donnée en matière d'acquisition gouvernementale, conformément à l'article 15 de la loi sur le centre d'acquisition gouvernementale. Paragraphe 3, par le remplacement dans le quatrième alinéa de viser au premier alinéa, ainsi qu'au contrat qu'il conclut, par et au contrat visé au premier alinéa. Donc, cet article modifierait l'article 7 de la loi sur les contrats des organismes publics afin que les contrats du centre d'acquisition gouvernementale et ceux conclus pour le bénéfice de certains regroupements d'organismes soient désormais régis par les conditions applicables aux entreprises du gouvernement plutôt que par celles qui sont généralement applicables aux organismes publics en vertu de cette loi. Ainsi, ces contrats seraient régis par les conditions déterminées par une politique du centre, laquelle devrait respecter les exigences déjà énoncées à cet article, en plus de tenir compte des directives ministérielles pouvant être données en matière d'acquisition gouvernementale. Cet article propose en outre des modifications d'harmonisation découlant de l'ajout du centre d'acquisition gouvernementale à cet article. Question, commentaire, Mme la députée Lépinière. Merci, M. le Président. Alors, on dit que ces organismes doivent publier leur politique sur le site Internet. Ces organismes étant les entreprises du gouvernement, énumérées à l'annexe 3, puis aussi le centre d'acquisition gouvernementale.
mais on ne met plus d'échéance alors qu'auparavant, ils devaient rendre leur public au plus tard 30 jours après son adoption. Est-ce que le CAG, par exemple, aura combien de temps pour adopter sa politique ou bien recommandée par son comité de gouvernance? Vérifier ça avec nos juristes, là, le délai. Y a-t-il un délai prévu? 6 mois. La première politique doit s'adopter dans les 6 mois qui suivent la sanction de la loi. OK, c'est prévu. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'article, c'est prévu. Donc, dans les 6 mois, 349 de ce projet de loi-ci? OK, on va le prévoir à 349, le 6 mois. Non? C'est dans les mesures transitoires, c'est la date d'entrée en vigueur, donc c'est 6 mois. C'est dans l'article 384. OK. Bon, ben, il semble que ce soit dans les mesures transitoires qu'on va prévoir que la première politique doit être préparée dans les 6 mois. C'est bizarre que c'est pas dans le texte de Les loi. mesures transitoires étant l'article 384. Non? Alors, est-ce qu'il y a une précision qui peut être additionnelle? Donc, on comprend que c'est 6 mois. Mais on Mais cherche ce où est sera écrit le juste- 6 mois, là, comme c'est là. On va suspendre quelques minutes pour vous trouver ça. Suspension.
Donc, lors de la suspension, nous étions toujours aux discussions sur l'article 338. Madame la ministre. On me demandait, OK, mais quand est-ce que le CAG va devoir rendre public sa politique? Hein? Sa première politique, donc, tu sais, c'est dès que possible, là, puis le Trésor suit cet élément-là. Mais ceci dit, il y a par ailleurs, il va y avoir une règle transitoire qui va s'appliquer où c'est dans les 6 mois au plus tard. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que ce soit fait de manière diligente. Puis, on va le voir, les règles transitoires sont à l'article 384. Madame la députée. Bon, est-ce que c'est le paragraphe numéro 3 de celle de l'article 323 du chapitre 3 du titre 5 qui entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement ou au plus tard, indiqué ici la date qui suit de 6 mois, celle de la sanction de la présente loi? Est-ce que c'est ça qui s'applique à l'article 338? Ça va être ça. C'est le troisième. Oui. OK, merci. Est-ce que l'article 338 est adopté? Adopté. 339. L'intitulé du chapitre 3 de cette loi est modifié par la suppression de « lors d'un appel d'offres ». OK, alors, on change le titre. Il s'agit d'une modification de concordance avec celle proposée par l'article 341 du projet de loi, qu'on va voir plus tard. En effet, cet article aurait pour effet d'élargir la portée du chapitre 3 de la loi sur les contrats des organismes publics en y intégrant des règles portant de façon générale sur les conditions des contrats conclus pour le bénéfice de regroupement d'organismes et non pas spécifiquement sur les conditions des appels d'offres. Il est donc nécessaire de refléter cet élargissement dans l'intitulé du chapitre. Question, commentaire? Oui. Alors, donc, on comprend que ça peut être des acquisitions que le CAG fait pour un regroupement d'organismes publics, mais pas nécessairement à l'intérieur d'un appel d'offres. Parce que à cause peut-être de la valeur des acquisitions, c'est pas régi par la loi sur les appels Bien là, d'offres. 341, je vais aller le lire. Oui, c'est ça. On le rend moins restrictif, là. OK, bien, notre juriste va vous répondre si vous voulez. Oui. Le temps que moi, je lise la suite. Oui, bien, c'est effectivement le cas. Là. Le centre pourrait, dans certains cas, ne pas procéder par appel d'offres. Là. Par exemple, dans le cas de fournisseur unique, où ça se retrouve souvent en technologie de l'information. OK. Donc, est-ce que ça couvrirait les cas, par exemple, ou de dérogation à la loi, mais maintenant qui vont être régis par l'article 7, qui sont peut-être qu'ils n'auront pas besoin d'aller en appel d'offres pour cette raison-là. Donc, en plus des situations que l'avocate a décrites, c'est ça qui serait aussi qui expliquerait aussi qu'on parle juste de regroupement d'organismes publics et pas nécessairement lors d'un appel d'offres. On mélange des concepts. L'article 7, il oblige quand même d'aller en appel d'offres. Donc, que ce soit 4 ou 7, il y a des appels d'offres. Mais là, la raison pour laquelle on change le libellé du chapitre, De l'intitulé, oui. c'est ça, de manière concrète et simple. Bon, Pourquoi on change le libellé de l'intitulé, c'est-à-dire du chapitre? Là? Oui, c'est ça. Oui, eh bien, effectivement, c'est pour couvrir tous les cas où le centre va procéder à des acquisitions pour le bénéfice de regroupement d'organismes. Dans certains cas, en fait, dans la plupart des cas, évidemment, c'est des appels d'offres, mais dans certains cas, il pourrait y arriver que ce soit des contrats qui sont conclus de gré à gré, lorsque la loi le permet, lorsque les accords le permettent. Ça va? Est-ce que l'article 339 est adopté? Adopté. 340. L'article 15 de cette loi est modifié, paragraphe 1, par l'insertion dans le deuxième alinéa et après cas de sous réserve de l'article 15.1, paragraphe 2, par la suppression du troisième alinéa. Il s'agit d'une modification de concordance avec celle proposée par l'article 341 du projet de loi qui reprendrait la règle prévue au troisième alinéa de l'article 15 de la loi sur les contrats des organismes publics au nouvel article 15.1 qu'il propose.
Bon. L'article 15.1 rassemblerait désormais les règles applicables au contrat, incluant les conditions des appels d'offres, lorsque le Centre d'acquisition gouvernementale procédera à des acquisitions pour le bénéfice de regroupements composés d'organismes publics ou composés d'organismes publics et de personnes morales de droit public qui ne sont pas des organismes publics au sens de la LCOP. Donc, l'exemple, ce serait les municipalités. Ça va? Que l'article 340 est adopté? Adopté. 341. Cette loi est modifiée par l'insertion après l'article 15 du suivant 15.1 lorsque le Centre d'acquisition gouvernementale procède à l'acquisition de biens ou de services pour le bénéfice d'un regroupement d'organismes publics ou d'un regroupement composé à la fois d'un ou de plusieurs organismes publics et d'une ou de plusieurs personnes morales de droit public, le ou les contrats sont conclus selon les conditions prévues par la politique du Centre visée à l'article 7 et selon toute autre condition applicable à ces contrats en vertu de la présente loi et des règlements pris pour son application. Il en est de même lorsque le Centre procède à l'acquisition de biens ou de services au bénéfice d'un regroupement auquel il participe. Aux fins du premier alinéa sont assimilées à des acquisitions réalisées pour le bénéfice d'un regroupement d'organismes publics celles que le Centre réalise pour le bénéfice de plusieurs établissements de Santé Québec. Cet article propose que le cadre normatif applicable aux contrats des entreprises du gouvernement soit désormais celui qui soit applicable au contrat du Centre d'acquisition gouvernementale, c'est-à-dire ceux conclus pour ses propres besoins, de même qu'à tout autre contrat devant être conclu au bénéfice d'un regroupement d'organismes pour le compte duquel le Centre agirait. Alors, c'est ce qu'on a dit, là, c'est l'introduction de tout ça. Madame la députée de Lapinière. Oui, donc, si je comprends bien, on vient harmoniser le cadre normatif, qui soit le même dans tous les cas? Non, bien, en fait, c'est ça qui introduit la notion du fait que le Centre d'acquisition gouvernementale il va être considéré comme une entreprise du gouvernement, donc visé par les règles à l'article 7. D'accord. Puis juste une petite question de compréhension au deuxième paragraphe de 15.1. Il en est de même lorsque le Centre procède à l'acquisition de biens ou de services au bénéfice d'un regroupement auquel il participe. Qu'est-ce qu'on entend par un regroupement auquel le Centre participe? Bien, c'est ça par définition, hein? C'est le regroupement d'achat. Les regroupements d'achat. Par définition, c'est un centre pour faire des achats regroupés. Donc, Exemple de la téléphonie cellulaire. ouais, l'exemple de la téléphonie cellulaire, ça peut être un cas. Puis ça va s'appliquer à lui aussi dans ce cas-là. C'est ça. C'est Okay. dans le cas où lui-même, c'est pas des prothèses pour les hôpitaux, c'est genre des téléphones dans ce cas-là. OK. Donc, c'est quand le Centre acquiert des biens pour un regroupement, mais il pourrait faire partie lui-même du regroupement, comme vous avez dit, avec c'est un appareil Téléphonie. la téléphonie ou informatique ou autre. Donc, c'est parce qu'il va en bénéficier lui-même. OK. C'est parce que je me demandais si le Centre participait à un regroupement, comme il faisait toujours partie d'un regroupement. Non, c'est juste dans le cas de l'acquisition. Okay. Bon. Est-ce que l'article 341 est adopté? Adopté. Article 342. L'article 16 de cette loi est modifié par le remplacement dans le deuxième alinéa de « dans le cadre de l'acquisition d'un bien ou d'un service pour le compte d'un organisme public » par « lorsqu'il procède à l'acquisition de biens ou de services pour le bénéfice d'un regroupement visé à l'article 15.1 ». Alors, il s'agit d'une modification de concordance avec celle proposée par l'article 341. D'impact du regroupement sur l'économie régionale dans le... C'est ça. L'article 16 de la LCOP impose au Centre d'acquisition gouvernementale l'obligation de prendre en considération et de consigner l'impact d'un regroupement d'achats sur l'économie régionale. Fait que ça demeure une obligation qui est maintenue. OK. Ça va? Ça va. Est-ce que l'article 342 est adopté? Adopté. Adopté. 343. Règlement sur les contrats d'approvisionnement de services et de travaux de construction des organismes visés à l'article 7 de la loi sur les contrats des organismes publics. Donc, 343, l'article 1.3 du règlement sur les contrats d'approvisionnement de services et de travaux de construction des organismes visés à l'article 7 de la loi sur les contrats d'organismes publics est modifié dans le 5e alinéa, paragraphe 1, par l'insertion après précision de « qui n'entraîne pas de modification au document d'appel d'offres », paragraphe 2, par le remplacement de
moins de 3 jours ouvrables par 5 jours ouvrables ou moins. Alors, cette proposition vise à maintenir un allègement administratif dont le Centre d'acquisition gouvernementale bénéficie déjà et d'en faire bénéficier les autres entités visées par l'article 7 de la loi sur les contrats des organismes publics. Cette modification permettrait à ces entités de ne pas considérer une demande de précision formulée par une entreprise dans le cadre d'un appel d'offres si cette demande n'entraînait aucune modification au document d'appel d'offres et qu'elle était formulée tardivement, c'est-à-dire 5 jours ouvrables ou moins avant la date limite de réception des soumissions. C'est un bel allègement, ça, administratif. À l'heure actuelle, seules les demandes de précision formulées dans les 2 jours ouvrables précédant la date et l'heure limite de réception des soumissions peuvent ne pas être considérées par les entités visées à l'article 7 de la LCOP. Les modifications proposées représentent un allègement puisqu'elles permettent de diminuer l'effort administratif requis dans les jours précédant la date de réception des soumissions. Question, commentaire, Madame la députée de Lotbinière? Oui. Est-ce que c'est possible de donner un exemple concret pour que je comprenne la mécanique de tout ça, s'il vous plaît? Exemple concret. On a un appel d'offres. Les soumissionnaires peuvent poser des questions, mais le délai est... on harmonise le délai le même pour les articles 7 qu'on le faisait pour les organismes publics. Donc, on prévoit un délai qui est qui permet de... Comment je pourrais dire ça? De pouvoir ne pas considérer des demandes de modification, des demandes de renseignement. Dans le fond, souvent les soumissionnaires font ça pour prolonger les délais de l'appel d'offres. Donc là, on leur permet de le faire uniquement dans les 5 jours avant la clôture. Avant, on le permettait dans les 3 jours, ce qui donnait un fardeau important. Donc, le fait... OK. Alors là, il y a un appel d'offres. Les soumissionnaires ou les entreprises intéressées à soumissionner sur cet appel d'offres pouvaient, à tort ou à raison, disons, avec de bonne foi ou non, pouvaient demander des précisions dans les exigences de l'appel d'offres. Et là, elles avaient le droit de faire ça dans moins de 3 jours. La réglementation qui s'applique aux organismes publics qui sont visés à l'article 4, parce que les articles 7 ne sont pas visés par la réglementation. Donc, la réglementation prévoit un délai de moins de 5 jours, alors que dans le règlement des 7, ça prévoit un délai de 3 jours. Donc, c'est là qu'on va chercher la bonification pour les autres entreprises du gouvernement là, qui sont déjà à l'article 7. Donc, quelque chose que le Centre d'acquisition gouvernementale bénéficiait parce qu'il était dans la réglementation des articles 4. Mais est-ce que... Parce qu'avant, c'était moins de 3 jours ouvrables. Là, ça va être 5 jours ouvrables ou moins. Oui. Donc, mais est-ce que ce 5 jours-là, ça veut dire qu'ils ont plus de temps pour demander des précisions? Moins de temps. Moins de temps parce que... OK, parce qu'elle doit être transmise 5 jours ouvrables ou moins avant la date limite. Non, oui. OK. J'étais dans... Je le voyais par après, alors je me disais 3 jours, 5 jours, me semble que ça vient faire le contraire, mais il faut le voir. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que l'article 343 est adopté? Adopté. 344. L'article 9.1 de ce règlement est modifié, paragraphe 1, par le remplacement dans ce qui précède le paragraphe 1 de l'organisme et de 15 par respectivement tout organisme autre que le Centre d'acquisition gouvernementale et 30. Deuxième paragraphe, par l'insertion dans le paragraphe 4 et après montant de initial. Donc, ça va permettre de lire le texte comme suit. À la suite d'un appel d'offres public concernant un contrat visé par un accord intergouvernemental, au lieu de dire l'organisme, on va dire tout organisme autre que le Centre d'acquisition gouvernementale publie dans le système électronique d'appel d'offres dans les 15 jours, on change ça par 30 jours, suivant la conclusion du contrat, les descriptions du contrat. Alors, cette proposition vise à maintenir un allègement administratif dont le Centre d'acquisition gouvernementale bénéficie déjà et d'en faire bénéficier les autres entités visées par l'article 7 de la LCOP. Alors, même chose, on vient permettre à tout le monde de bénéficier des allègements. Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois. Pouvez-vous donner un exemple où est-ce que sans avoir bénéficié de cet allègement-là, c'était un problème pour les autres dans le passé?
je ne sais pas si c'est un problème, mais là, on harmonise, puis dans le fond, on constate que pour le CAG, c'était convenable d'avoir, évidemment, le 30 jours, fait qu'on l'accorde à tout le monde. En fait, ça donne du temps aussi. L'idée, c'est de publier sur le SEAO à la suite de l'appel d'offres, là, ce qui est le contrat qui est octroyé. Fait que c'était dans les 15 jours, là, ça va être dans les 30 jours. C'est ça qui était applicable. C'était 15 jours avant qui était applicable à... C'était 15 jours qui étaient applicables à tous ceux qui étaient visés à l'article 7, donc les entreprises du gouvernement. Puis là, ben maintenant, ça va être 30 jours pour... Les articles 4 avaient 30 jours. Avec Les articles 7, il y avait 15. Fait que là, on met tout le monde à 30. Ouais. Bon, on allonge le délai, vous me direz, mais c'est comme pour harmoniser, il faut que ça soit simple pour tout le monde, là. On aurait-tu tout pu mettre tout le monde à 15? Là, peut-être, mais c'est quand même aussi de l'admin, là, ça, là, puis du... Mais c'était dans les demandes qui nous ont été faites par les organismes publics quand on a fait des irritants pour leur permettre des allègements. OK. Vous entendre? Faut-tu répéter? Oui. Dans le fond, c'est quand on a fait des travaux de révision réglementaire, on a consulté les organismes publics et puis ils nous avaient demandé de prolonger